Il n'a pas pu supporter, il a fallu, parce qu'il n'était plus à la hauteur du film. Et pourquoi il n'était plus à la hauteur du film? Parce qu'il n'avait vu que des navets pendant un certain temps. Alors quand vous donnez des navets à des gens, ils perdent le goût de la qualité et c'est fini. Et vous croyez qu'actuellement le cinéma français ne produit que des navets? Je ne dis pas qu'il ne produit que des navets, c'est beaucoup plus grave. Il ne produit pas que des navets. Il fait semblant de produire des œuvres de qualité. Pierre Barbin et Pierre Moineau avaient été pressentis par André Malraux pour prendre la direction des opérations. Le contrôleur financier commençait un peu à s'énerver parce qu'il était impossible d'obtenir de Langlois des comptes. Pierre Barbin, qui était un excellent organisateur de festivals, etc., et qui briguait d'ailleurs d'obtenir un jour le Festival de Cannes, m'a dit un jour, comme ça au cours d'un déjeuner, tu sais, j'ai vu Malraux ce matin. Malraux, ministre de la Culture. Il me dit, tu gardes ça pour toi. Il veut que je prenne la direction de la Cinémathèque française. Ça s'est passé en 2 ou 3 temps. Hein. Il y a eu un premier temps où il était question de... Parce que c'est toujours comme ça, les saloperies. Le premier temps, c'était on va prendre un type qui va s'occuper de la gestion et on vous garde comme oui, directeur artistique, oui. Directeur artistique, bien entendu, les envoyer foutre. C'est quand même dans cette salle où il y a eu le conseil d'administration dramatique qui a décidé de l'éviction de Langlois. C'est dans cette salle que ça s'est passé. C'est ces portes-là qu'ont claqué Truffaut et Ribou. Au conseil d'administration du 9 février, Langlois était mis en minorité. Il n'y avait pas le nombre suffisant de ses conseillers à lui pour faire la majorité. C'est moi qui présidais. Et le vote a eu lieu et je me suis retrouvé président de la Cinémathèque sans Langlois. C'est là où j'ai vu Cohn-Bendit pour la première fois. Ça a été un peu votre baptême, quelque part. Ça a été un des baptêmes, mais disons que ça a été un des moments qui a structuré mon mythe. Et l'affaire Langlois, l'autoritarisme du pouvoir, pour les raisons X, Y, Z, le fait que Malraux ait signé cette mise à pied, tout cela était prémonitoire dans le sens que montrait à quel point le pouvoir politique, la pensée politique, le comportement politique était complètement coupé de soubresauts qui existaient dans la société, mais qu'on ne voyait, qu'on avait des difficultés à percevoir. Et ça avait été prémonitoire pour 68. Il y a un des types là qui m'avait reconnu, j'ai les lunettes à l'époque, peut-être là, et il m'a dit allez, il faut désigner, tenez un porte-parole comme ça, vous, et il m'avait dit vous pouvez pas rester là 107 ans, retirez-vous dans le calme, un truc comme ça. J'ai transmis, j'ai dit voilà, on me propose ci, on me propose ça, et les types qui hurlent. Et j'ai dit, vous voyez, ils ne veulent pas partir. C'est assez amusant. Je me rappelle que j'étais monté sur une fenêtre et c'était un peu d'en haut que j'observais en intervenant. Et puis quand je me rappelle du discours assez grandiloquent de Jean-Pierre Léaud, qui a lu une note de protestation, et comme si on était au jeu de paume tout de suite après la Révolution française. Barbin, mis à la place d'Henri Langlois, ça devenait aberrant pour tout le monde, pour tous les cinéphiles. Puisqu'après avoir vu les films, on discutait tous ensemble. Et c'est là où Jean-Luc a appris le cinéma, grâce à la programmation d'Henri Langlois. En général, les films sont exploités pendant une période de 7 ans. Après, ils sont projetés dans des salles d'art et d'essai, comme celle-là. Si parfois leur vie peut se continuer, c'est grâce à Henri Langlois qui, à la Cinémathèque française, se charge de leur conservation. Et si vous avez choisi de venir voir le film que vous voyez ce soir, ou si vous avez l'habitude de revoir les films que vous aimez, vous êtes donc forcément des amis de la Cinémathèque. Alors n'attendez pas pour adhérer au comité de soutien de la Cinémathèque française. La rédaction des cahiers se trouvait aux Champs-Élysées, et c'était le branle-bas de combat, c'était le quartier général. Et là, on voyait
tous ceux qui défendaient Langlois venir. La revue était mobilisée 24 heures sur 24. C'est de là que partaient les coups de fil, c'est là qu'arrivaient les télégrammes des cinéastes qui menaçaient de retirer leur film si Langlois n'était pas réintégré. C'était un attentat symbolique, et puis avec l'idée de l'État, la mainmise de l'État, avec tout ce que ça pouvait impliquer comme perte de la liberté de la Cinémathèque. Il y a eu une immense colère de tous les gens qui devaient tout à la Cinémathèque. Donc tous les moyens étaient bons, mais il n'y a pas eu un cinéaste au monde qui ait désavoué cette initiative venant des jeunes gens en colère des cahiers du cinéma, ou de Positif, ou de la Cinémathèque exilée. Truffaut je lui avais demandé de venir me voir. Ouais. Il est venu chez moi, j'habitais à ce moment-là avenue Raymond Poincaré, et il est venu chez moi, et je me suis très vite rendu compte que sa position était arrêtée une fois pour toutes, et qu'il me détestait. Ça m'a fait beaucoup de peine. Et, disons, notre influence assez large, et en particulier politique, a tout de même suffi, non pas, hélas, en un clin d'œil, mais tout de même dans un espace de temps qui n'a pas été trop déraisonnable, à annuler cette stupidité et à revenir à la formule antérieure. À la sortie de crise, Henri Langlois déclara « Cette bataille constituait en quelque sorte un hommage à Malraux, puisqu'elle lui démontrait qu'il avait eu raison de protéger pendant 8 ans la Cinémathèque. » Il est sorti très heureux. Il est sorti très heureux parce que c'est quand même fantastique de voir tout le monde de la création cinématographique se mobiliser, vous reconnaître et dire c'est à vous, Monsieur Langlois, que nous devons d'avoir pu exercer ce métier et que nous devons notre création. Donc il est sorti très heureux, mais il est sorti très pauvre. Il est sorti très blessé, parce que c'était des moments très durs quand même. Ses conseils d'administration, la façon dont il a été viré, il était au comble du bonheur de voir tous ces hommages rendus à son œuvre. Mais après, il n'avait pas d'argent. Cinémathèque avait en 67 75 employés. Et tous étaient remarqués, on faisait des critiques, mais finalement, maintenant, je me rends compte qu'ils étaient tous parfaits. Bon, actuellement, nous sommes 15. Arriver à faire le travail de 75 personnes avec 15 personnes, c'est plutôt terrifiant. La bataille de 68 remportée avec panache, Langlois se consacre désormais entièrement à son grand projet de musée. Projet de la première heure, indissociable dans son esprit de la salle de répertoire qui devait l'accompagner. Le ministre de la Culture de l'époque, Jacques Duhamel, lui confie en 1970 la grande galerie de l'aile gauche du Palais de Chaillot, qui abritait jusque-là le musée des arts et traditions populaires. Et en quelques mois, Langlois, aidé de quelques ouvriers et avec un budget dérisoire, déploie 2200 mètres carrés de collections inestimables selon une mise en scène personnelle qui frappa pendant 25 ans l'imagination de centaines de milliers de visiteurs. Là, ici, c'est l'ensemble qui avait été fait pour Potemkin. J'aurais préféré passer projeter des films, enfin, c'est Potemkin. Été un grand précurseur par rapport aux autres cinémathèques qui ont toutes commencé par d'abord sauver des films. Michel est le premier qui a eu vraiment cette notion de se dire il y a aussi les maquettes de décors et de costumes, il y a les scripts, les scénarios, les correspondances, il n'y a pas que les livres, voilà. Jusqu'aux costumes, et jusqu'à quoi la notion de musée qui allait avec, qui à un moment devait s'accompagner. Il a totalement été le précurseur de ça. Toutes les autres cinémathèques après s'y sont mis. Alors il réfléchissait, il s'arrêtait, il repartait. Et je crois qu'il créait aussi dans le moment. Il avait à la fois une prospection, il connaissait sa galerie, puisque c'est une galerie qui est en fait, une fois vide, d'un sinistre absolu. Faire de cet immense couloir le musée qu'il nous a fait, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Le passage des couleurs,
te faisait passer en fait dans une autre dimension, d'une autre partie de l'histoire.